Bertha Fangjian représentant Madame le maire de Bourg-les-Valence qui est excusée aussi, et Madame Maud Raison qui représente le sénateur Bernard Buis qui est excusé également. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, chers amis, bonjour. Je voudrais commencer par un très bref rappel historique pour recontextualiser cette conférence autour de l'Artsakh. L'Artsakh est la 10e province du royaume d'Arménie, dont fait partie l'actuel Haut-Karabakh. Elle est intégrée à l'Arménie vers 189 avant Jésus-Christ. Au début du IVe siècle, le royaume arménien se convertit au christianisme. L'Artsakh devient alors une base majeure pour les missionnaires arméniens, diffusant le christianisme dans les contrées avoisinantes. L'Artsakh est érigé en royaume en l'an 1000. Cette entité est d'ailleurs la dernière d'Arménie orientale à maintenir son indépendance. Durant les siècles suivants, ce territoire est disputé entre les puissances de la région, la Perse, les empires ottomans et russes. D'ailleurs, l'empire russe annexe la région en 1805. Après la soviétisation de l'Arménie en 1920, le 4 juillet 1921, en présence de Staline, le bureau caucasien du comité central du parti bolchevique, auparavant favorable à l'Arménie, décide le rattachement du Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. À cette époque, le territoire est peuplé à 94% d'Arméniens. Pour calmer l'inquiétude des Arméniens, en 1923 est constitué l'oblast autonome du Haut-Karabakh, actant la particularité de ce territoire, mais séparé de l'Arménie par un couloir azéri, pourtant peuplé d'Arméniens. De même, le 9 février 1924, le Nakhitchevan, qui subit le même sort, reçoit le statut de République autonome du Nakhitchevan au sein de la RSS d'Azerbaïdjan. Durant 70 ans, les Arméniens de ces deux provinces subissent des discriminations ethniques, linguistiques et religieuses de la part des autorités de la RSS d'Azerbaïdjan. Les conséquences de cette politique d'exaction font qu'en 1984, il ne reste plus d'Arméniens en Nakhitchevan et leur pourcentage est passé de 94 à 75% au Haut-Karabakh. Dans les dernières années de l'Union soviétique, les Arméniens du Haut-Karabakh réclament le rattachement à la RSS d'Arménie, conformément à la constitution soviétique. La réponse des autorités azéries sont le pogrom d'Arméniens et l'attaque militaire contre le Haut-Karabakh. Cette première guerre, qui durera de 1990 à mai 1994, verra la victoire militaire des Arméniens, mais ne sera pas transformée sur le plan diplomatique. Ni l'ONU, ni aucun État, pas même l'Arménie, ne reconnaîtront l'indépendance de l'Artsakh. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan déclenche la deuxième guerre d'Artsakh qui durera 44 jours et sera catastrophique pour les Arméniens. Durant plus de 2000 ans d'histoire, l'Artsakh a toujours été continuellement et majoritairement peuplé d'Arméniens et le reste encore aujourd'hui. Mais le cessez-le-feu du 9 novembre 2020 signé par l'Arménie contient des conditions qui pourraient être périlleuses pour toute la nation arménienne. Nous avons souhaité faire le point de la situation un an après cette signature et nous remercions Nikos Ligeros d'avoir accepté de faire cet exercice avec nous. Nikos Ligeros est professeur de mathématiques, de géostratégie et de topostratégie, conseiller stratégique au ministère de la Défense, conseiller scientifique au ministère des Affaires étrangères, des gouvernements grecs et chypriotes, observateur international, spécialiste du Sahara continental aux Nations Unies. Auteur de près de 3000 œuvres, Nikos Ligeros est aussi un spécialiste d'études léonardiennes, de Van Gogh, écrivain, poète, auteur dramatique, peintre et compositeur. Vous pourrez lui poser vos questions à la fin de son intervention. Je vous remercie pour votre attention et lui laisse tout de suite la parole. Merci. Alors tout d'abord, merci à Noubar pour cette présentation et effectivement
le contexte mis en place par rapport à cette conférence. Je vous remercie d'être là, pas tellement pour moi, je pense que vous êtes là pour le sujet, et moi aussi. Enfin, je me souviens quand même de pas mal d'entre vous aussi, puisqu'on a eu l'occasion de se revoir. J'ai accepté avec plaisir cette invitation parce que finalement, enfin, c'est une expression qu'on utilise en France, c'est dans la qu'on voit ses amis. Donc je pense que c'est le bon moment pour se retrouver. L'idée est la suivante, il y a diverses positions qu'on peut avoir sur le problème. Alors il y en a certains parmi vous qui doivent être énervés, d'autres exaspérés, d'autres se sentent un peu coupables, d'autres accusés. Il y en a qui demeurent des combattants, ils se demandent quelle est la direction. Alors l'idée de la conférence, enfin je pense que c'est ce qu'a décidé Noubar avec sa sympathie habituelle. Je parle d'abord de Noubar pour pas que tu me dises après que j'ai pas dit. Bon, et de l'association donc de Noubar. Non, je rigole. Bon, parce qu'il m'a dit les inconvénients et les avantages d'avoir Noubar. J'essaie de mettre en avant les avantages. Alors, l'idée est la suivante, et je pense que il faut vraiment mettre carte sur table ce qui s'est passé, vraiment à l'analyser. Alors peut-être pas trop, parce que peut-être que vous aimez pas trop les points techniques, mais quand même, il faut avoir une idée de ce qui s'est passé pour réaliser ce qu'on peut faire. Alors, j'essaierai d'être diplomatique sur les points qui sont des inconvénients, et j'essaierai d'être stratégique sur les points qui sont positifs. Comme ça, normalement, vous ne serez pas choqués. La position, ça a été mis en place parce qu'a dit Noubar. Je pense que même au sein de l'Arménie, je ne parle même pas de l'Arménie de la diaspora, il y a beaucoup d'Arméniens qui ont été pris de court. C'est-à-dire que le modèle mental qu'on avait développé jusqu'au début de cette guerre, qui, souvenez-vous, ne s'est pas appelé guerre. Vous voyez, ça c'était déjà une erreur stratégique. On avait l'impression que c'était quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé il y a quelques années auparavant. Donc on se disait tous, enfin j'imagine, si vous étiez déjà dans l'optique de guerre, vous me le direz, on se disait tous, bon, c'est une question de quelques jours et puis ça va être réglé, donc ils vont un peu, je vais le dire de façon populaire, ils vont un peu tuer des gens à la frontière, après on va revenir un peu en arrière et puis finalement ça va se stabiliser. Et je pense qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était un changement de phase. Alors ce changement de phase, il n'est pas tactique, il est stratégique. Et là, en fait, on a vu les répercussions. Alors les répercussions stratégiques proviennent du fait que les choix de l'Arménie, d'accord. Alors vous allez me dire, est-ce qu'ils étaient positifs ou ils étaient négatifs? Tous les pays font des choix, puis après, il faut voir les conséquences. Alors par exemple, l'Arménie, on pourrait dire qu'elle s'est éloignée de ce qu'on appelait l'Union soviétique. D'accord? Bon. Alors, qui n'existe plus formellement, mais sur le plan stratégique, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Hein. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose du point de vue politique, mais je vais rester sur l'ensemble stratégique. Donc, en fait, quand quelqu'un commence à montrer un peu trop d'indépendance, eh bien, la tendance naturelle de celui qui a le dessus, c'est de lui dire qu'il va trop loin. Alors ensuite, s'il se rapproche un peu, bon, on lui dit ça va pour cette fois. Si après on trouve qu'il repart un peu trop loin, eh bien, cette technique, en fait, c'est en gros ce que fait toute mère avec son enfant quand il s'amuse dans une cour. Vous voyez, en gros, c'est tant qu'il est dans la cour, il fait ce qu'il veut. S'il sort de la cour, il faut qu'il rentre. Et après, il refait ce qu'il veut, mais dans la cour. Alors, la cour est assez grande, mais c'est quand même une cour. Il faut bien réaliser que pour, par exemple, la Russie, l'Artsakh fait partie de son jardin, et pas du jardin de l'Arménie. Donc déjà ça,
quand on est arménien, c'est difficile à concevoir, enfin pas à concevoir, plutôt à accepter, parce qu'on se dit mais pourquoi? Et c'est la zone de contexte géostratégique. Les Arméniens d'Arménie, par rapport aux Arméniens de l'Artsakh, trouvaient qu'il y avait une différence. D'ailleurs, souvent, en fait, vous vous rappelez, avant, on disait les Karabakis. Hein, et on disait même au niveau de linguistique qu'il y avait une influence plus russe. Pour moi, c'était très, comment dire, palpable. En allant au Karabakh, j'avais l'impression de comprendre mieux l'arménien. En fait, je comprenais mieux via le russe. Alors que quand j'étais en Arménie, j'avais l'impression de comprendre moins bien, mais en fait, c'était parce que c'était de l'arménien normal, quoi. Il n'y avait rien, donc ça n'influençait pas. Alors, ça, c'est une position, et Noubar l'a très bien dit, même au niveau de la reconnaissance. Alors, on avait une discussion avec Patrick sur le chemin, on en aura sans doute sur le retour. Enfin, on changera de trajet, je sais. Mais l'idée est la suivante, c'est est-ce que l'Arménie considérait que l'Artsakh, c'était vraiment l'Arménie? Alors là, vous allez me dire, bah, bien sûr. Non. Je trouve qu'on considère plus maintenant que c'est l'Arménie qu'avant les événements. Et ça, c'est quand même un retard. Parce que quand on a parlé de la victoire de l'Artsakh, eh bien, on n'a pas une reconnaissance, pas même de l'Arménie. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un État que pour d'autres États, on appelle État voyou. Hein, on nous mettait dans cette catégorie quand même, hein, parce que c'était, vous voyez par exemple, on n'avait pas de système d'ambassade au niveau des missions. On a des délégations avec des représentations, c'est un peu différent. Et je précise tout ça, je sais que ça peut vous déranger, mais ça permet aussi d'expliquer la position des Azéris à l'ONU. Parce que par exemple, ils disent, bah, personne n'a reconnu cette entité, on ne parle pas d'État. Et un autre point qui pourrait être un peu ambitieux à définir, ou même à expliquer, c'est si l'Arménie est vraiment pas l'Artsakh, et l'Artsakh est vraiment indépendant, ou par exemple pourrait être indépendant et après se réunir. Pourquoi l'Arménie signe un cessez-le-feu? Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple un peu différent pour que ça ne soit pas choquant. Par exemple, s'il y avait un problème en Belgique, dans la Belgique francophone, vous pensez que s'il y avait un problème en Belgique, d'un seul coup, la France signerait pour la Belgique un cessez-le-feu? Vous allez me dire, mais c'est pas pareil. Bon. C'est pas pareil, mais enfin, si vous allez en Belgique, dans la région vraiment francophone, les différences, c'est quoi? C'est l'accent. Parce que c'est seulement quand vous allez du côté flamand que vous comprenez que vous avez changé de pays. Sinon, avant, c'est pas très clair. Alors, je pourrais prendre d'autres exemples, même en utilisant l'Irlande. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas été pris de court par une habitude de garder ces deux cas séparément? Donc, je vous donne un autre exemple qui est plus près du génocide. Donc, normalement, ça devrait faire plaisir à Patrick, enfin, plaisir, la référence. C'est, on a eu souvent la Turquie qui nous a dit, soit vous occupez de l'Artsakh, soit vous occupez du génocide. Si vous voulez qu'on reconnaisse le génocide, laissez tomber l'Artsakh. Si vous voulez avoir l'Artsakh, laissez tomber le génocide. Et vous vous rappelez que même l'Arménie, officiellement, elle avait pris position par rapport à ça, et finalement, la correction est venue de la diaspora. D'un seul coup, la diaspora a dit, bon, bah, c'est peut-être pas la peine de le dire comme ça, on va le dire autrement. Et ensuite, on a vu, une semaine après, une redéfinition de la position arménienne qui disait que finalement, nous, on n'est pas dans l'Union européenne, donc on n'a pas de position. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si maintenant on demandait à un Arménien, est-ce que tu préfères qu'il y ait une reconnaissance du génocide ou la libération de l'Artsakh? Maintenant, c'est encore plus... vous savez quand même qu'il y en a plusieurs qui choisiraient le premier. Vous savez, je pense. Et du point de vue de l'arménité, nous, on veut les deux. D'accord, c'est clair. Mais, comme dirait Paul de Carotte, il y a quand même une petite préférence. Pourquoi? Parce que ça concerne certains,
et l'autre concerne tous. Mais en fait, c'est une erreur stratégique, parce que l'Artsakh nous concerne aussi. Simplement, on ne s'en rend pas compte. Alors, maintenant, un plus pour vous titiller par rapport à ce point de vue. L'Artsakh, vous avez entendu, 10e province, etc. Si l'Azerbaïdjan avait envahi une autre province d'Arménie, est-ce que l'Arménie aurait eu la même réaction que ce qu'elle a eu maintenant? Ben, vous savez bien que non. Bon, ensuite on a eu, vous allez me dire, bien sûr, mais c'est différent parce que normalement on a un accord avec la Russie en cas d'attaque dans l'Arménie, on a une intervention. Et donc là, vous avez remarqué que ça a été très bien précisé par la Russie, hein, du genre, nous on n'interviendra que pour l'Arménie, pas pour ça, c'est un autre problème. Et là en fait, vous pouvez peut-être vous dire, c'est-à-dire que si l'Arménie avait reconnu l'Artsakh vraiment comme une arménité officielle, est-ce que ça aurait pas pu être étendu dans l'accord? D'accord, je vais prendre la France avec l'Alsace et la Lorraine, on est d'accord? Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Si la France ne fait pas une reprise de l'Alsace et la Lorraine, quand elle fait un nouvel accord, ben, ça sera la France sans l'Alsace et la Lorraine. Et donc quelqu'un pourrait dire, moi je vais vous protéger pour toute la France, sauf pour l'Alsace et la Lorraine. Je pense qu'en France, on ne signerait pas ça. Enfin, on n'aurait pas signé, parce qu'on n'a pas fait. Et puis c'est pour ça qu'on l'a libéré. Alors, la contingence et le caractère mitoyen. Regardez les anciens drapeaux et regardez effectivement aussi les anciennes cartes. Quand vous regardiez le Karabakh sur les anciennes cartes, est-ce que le Karabakh touchait l'Arménie? Eh bien, vous allez remarquer qu'en fait, non. Il y avait juste une sorte d'autoroute, on appelait le corridor. Donc sur les cartes, en fait, on voyait le Karabakh relié avec un corridor. Voilà, juste ça. Et on pourrait dire, est-ce que c'était la réalité? Alors, ce n'était pas la réalité, parce que moi, j'ai pu aller 3 fois en Artsakh, et la première fois, c'était pour les élections, et j'étais dans la zone qui était officiellement sur les cartes au Karabakh. Donc, je parle de Benzor. Et là, en fait, on avait les bureaux d'élection, et on devait voir si les élections avaient un statut officiel, si elles se déroulaient très bien, et ça s'est déroulé très bien, et c'est pour ça que j'avais demandé cette zone. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous-mêmes, sur nos cartes, on ne dessinait pas la réalité. Normalement, pour ceux d'entre vous qui sont allés en Artsakh, quand vous êtes allés en Artsakh, vous vous êtes déjà enfoncé dans l'Artsakh, et après on vous dit vous êtes en Artsakh. Vous étiez déjà dedans. Il n'y avait pas une frontière claire. Donc c'était déjà dedans, et après d'un seul coup on vous a dit. En réalité, du point de vue onusien, vous étiez déjà en territoire azéri quand on vous a dit que vous étiez en Artsakh. Et vous aviez déjà traversé officiellement un territoire azéri. Mais là, on ne vous avait rien dit, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'Azéri. Il n'y avait que des Arméniens. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la population, la réalité, si vous voulez, démographique, était déjà différente des cartes qu'on mettait en évidence. Donc la première question, c'est pourquoi on dessinait ces cartes alors qu'elles ne correspondaient pas à une réalité démographique. Parce que si vous regardez bien maintenant la carte, et vous regardez en fait les changements de couleur, donc vous voyez, hein, ce qui est bleu, c'est les territoires pris par les Azéris, et ensuite vous voyez une partie, disons, très beige, qui sont les territoires cédés, hein, par rapport au cessez-le-feu, c'est un peu différent. Et quand maintenant on parle de nouveau du corridor de la Chine par lequel on passait, en fait, avant, c'était pas vraiment un corridor. C'était une immense zone. On passait librement. Mais ça, c'était pas très bien défini. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'autres personnes, je parle aussi des élus, qui ne sont pas du tout arméniens et qui ne sont pas du tout dans le coin, eh bien, quand ils voyaient cette carte, ils se demandent maintenant pourquoi les Artsakis demandent cette zone qui n'était pas sur les cartes. Bon, je vais le dire de façon peut-être plus subtile. Si par exemple maintenant on continue ce combat et on arrive à récupérer
exactement le territoire qui était dessiné sur nos cartes. Vous seriez content? Je pense que non, parce qu'il manquerait un bout. Parce qu'il y avait des parties qui étaient déjà arméniennes, mais simplement elles n'étaient pas sur les cartes. Donc finalement, la première chose à faire quand on est dans un combat, c'est quelle carte on défend. Et jusqu'à où on considère que c'est arménien. Un autre point, vous savez, dans les conflits précédents, on ne disait pas tout. Par exemple, est-ce qu'il y avait eu déjà des pertes de territoire arménien? Non, mais dans les petits conflits. Oui. Et oui, mais on ne les disait pas. En fait, on a avoué officiellement ces petites pertes maintenant. Enfin, il y a un an. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se gardait de dire qu'on a vu un problème local et qu'il y avait une partie qui n'était plus là. Pour ceux qui se rappellent bien des cartes, parce que je ne voulais pas faire de cartes pour pas trop se concentrer là-dessus, c'est les cartes arméniennes où on voit Ashuré. Où en fait on comprend qu'à un moment ça a été libéré pendant la guerre, et puis ça a été repris, mais enfin on n'en parlait pas trop, et puis en fait cet Ashuré est devenu un peu plus important après les différents conflits aux frontières. Donc ça veut dire que, en fait, on avait d'un côté, du côté azéri, un processus de friction, c'est-à-dire prendre du territoire, même petit. Et de l'autre côté, il y avait une sorte de volonté de non-acceptation des faits. J'avais l'impression que si on disait qu'on avait perdu 200 mètres, c'était grave. Et en fait, ce qui était grave, c'est qu'on avait perdu les 200 mètres. Mais nous, on pensait que c'était grave que les autres le sachent. Et à la fin, c'est devenu 2 kilomètres. Et après, maintenant, on parle de territoire. Donc, quand on n'a pas pu cacher ça, on a fini par dire, on nous a virés de tous ces endroits. Mais en fait, il y avait plusieurs endroits où on était déjà partis. Hein. Alors, tout ça pour dire que s'il y avait une difficulté au niveau de l'État arménien à répondre, c'est que l'État arménien avait une coalition très claire par rapport à ses frontières. Et aussi spécifiquement des frontières en contact avec la Turquie. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. On oublie de le dire, mais vous le savez très bien, vous, que sur ces frontières, on a déjà des Russes. Et est-ce qu'on a des Russes qu'on voudrait enlever? Non, pas vraiment, non. Hein. Alors le problème, c'est que quand quelqu'un nous dit vous avez un problème de l'autre côté de la frontière, on se dit, si on lui dit qu'il n'a pas fait beaucoup son travail de ce côté, est-ce qu'il va partir de l'autre? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire par tous ces exemples? C'est que l'Arménie, elle s'est étendue jusqu'à un certain niveau, et ensuite, elle ne parle plus d'Arménie, mais elle parle d'arménité. C'est l'esprit arménien, c'est quelque chose de plus vague, c'est presque culturel. Voilà. Donc en fait, là, on va avoir des attestations du genre, c'est les églises, les monastères, les châteaux. On va arriver même au Khashkar, on va dire qu'on a des tombes, donc c'est quand même certifié. Et ensuite, on va finir par dire qu'on est en territoire occupé. Mais je vous rappelle tout ça parce qu'aux Nations Unies, ce qu'on a entendu, c'est que les Azéris disaient sans arrêt que c'était nous qui occupions. Et on s'est retrouvé avec à un moment le problème de l'oblast, différentes modifications, mais officiellement, on était dans un État reconnu par les Nations Unies, l'Azerbaïdjan, qui disait qu'il y a une partie de son territoire qui était occupée par les Arméniens. Et donc là, maintenant, cette guerre a été présentée comme une libération des territoires occupés. Normalement, quand on est arménien, dès qu'on entend ça, déjà, on est énervé, parce qu'on se dit, c'est vraiment un appareil de propagande politique, la façon de le présenter. Parce que, tu l'as très bien dit, avec 94% de la population qui est arménienne, qui occupait quoi? C'est comme si on disait que les chrétiens occupent les églises. Ben oui, mais ils occupent parce que c'est eux qui les ont construits. Alors, c'est pas... Donc, ensuite, parce que j'ai eu des discussions avec pas mal d'Européens, il a fallu presque se battre pour justifier ce qui est évident, quoi. Je disais, mais elles sont où toutes les mosquées?
Je veux dire, parce que nous, par exemple, si on était en train d'occuper quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre avant, et il avait une certaine culture, une présence, etc. Donc en fait, où sont les cimetières azéris, où sont les mosquées, où sont les centres qui témoignent d'une activité. Donc, alors en fait, finalement, on parle de quoi? On parle simplement de territoire. Vous voyez? Et on oublie, hein, avec Papik Kétatik, que le fait que le grand-père et la grand-mère, ils sont enterrés jusqu'à là. Vous vous rappelez du symbolisme, ça vous le savez très bien. Et là, maintenant, vous vous dites, est-ce qu'ils ont coupé les têtes? Alors il faut savoir que même s'ils coupent les têtes, le plus important, c'est ce qui est en dessous. La différence au niveau de la terminologie, c'est que si en tant qu'Arménien, et Arménien de la diaspora et Français, vous défendez la justice, tant que vous parlez que de territoire, vous faites une erreur. Parce que si vous dites territoire, ça veut simplement dire terre. Donc celui qui occupe, c'est celui qui est présent. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas des racines. Donc quand on a entendu les dates, ben, on est en train de parler de 1000 ans, 1600 ans, enfin de quoi on parle? Donc on va nous expliquer qu'une décision qui a été prise par Staline, de mettre l'Artsakh de l'autre côté, c'est ça qui va être considéré comme occupation par la suite. Vous voyez? C'est quand même assez perturbant, parce que si vous réfléchissez qu'on est là depuis des millénaires, d'un seul coup, au début du XXe siècle, on nous dit finalement c'est de l'autre côté. Donc finalement, les gens qui étaient déjà là, eh bien c'est des occupants. D'abord, ça ne devrait pas être des occupants. Même au niveau des Nations Unies, peut-être ça va vous surprendre, si c'était vrai, eh bien les Arméniens seraient un peuple autochtone. C'est-à-dire que dans cette région. Un peuple autochtone au niveau des Nations Unies, ça signifie que c'est un peuple qui existe avant l'entité étatique qui se met en place sur lui. C'est ce qui s'est passé. Bon. Mais nous, on n'est jamais entré dans cette danse. Pourquoi? Parce que finalement, l'Artsakh était vraiment géré par des Arméniens. Donc il n'y a pas ça. On le fait ça uniquement quand quelqu'un d'autre le gère. Alors, la position, par exemple, arménienne par rapport à l'Europe aussi. Des fois, vous vous rappelez, en général, quand on est dans l'Union européenne, on a toujours une tendance à critiquer l'Union européenne. D'accord? Il n'y a que ceux qui sont à l'extérieur qui voudraient rentrer. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils disent, si vous m'énervez, je sors. Enfin, on ne sort pas souvent, hein, mais on le dit quand même. Voilà. Et ensuite, après, on n'est pas content que l'Union européenne intervienne sur une zone où elle n'est pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand est-ce que l'Union européenne est intervenue, par exemple, militairement, pour aider l'Artsakh avant la guerre? Pourquoi d'un seul coup, en fait, on se disait, tiens, ça serait quand même bien que l'Union européenne dise quelque chose? Enfin, elle peut dire, mais est-ce qu'elle peut faire? Bon, l'Arménie elle-même, à un moment, s'est rapprochée de l'Union européenne, vous le savez très bien, et finalement a changé de bord et est revenue dans un cadre, disons, plus classique, plus russe. Donc en fait, elle a dit, bon, bah, j'ai essayé, ça va pas, on parle du Caucase. Alors le problème, c'est que le Caucase, je vous disais qu'en fait, l'Artsakh, c'est le jardin de la Russie, jardin. Le Caucase, c'est l'espace vital de la Russie. Alors ça ressemble un peu, vous savez, des fois on donne des concessions et on se rend compte que d'un seul coup, dans la concession, il y a des villages dedans. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas forer sur le village? Non, c'est pas grave, ils peuvent être là, les villageois, ça ne nous dérange pas. Mais nous, on a toute la concession. Eh bien, là, en fait, on a une concession. C'est le Caucase. Bon. Caucase, Transcaucasie, etc. Et essayez de voir comment le voit le russe. Vous allez me dire, mais nous on s'en fiche, on veut le voir comment le voit l'arménien. Oui. Mais en géopolitique, si vous regardez tout seul, ça ne sert à rien, parce qu'après, s'il y a une pression énorme, l'autre intervient. Est-ce que par exemple le Caucase est un espace vital pour les Américains? Non. Est-ce que vous voulez une preuve? La Géorgie.
et l'Ossétie du Sud. Ça a été très clair ce qui s'est passé. Hein. Donc c'est toujours pareil. Si vous avez un allié, il faut toujours dire que c'est votre allié quand il est près de vous. S'il est loin de vous, c'est pas la peine de le mentionner. Vous espérez qu'il pourrait se rapprocher. Enfin, s'il est loin, c'est pas la peine. Alors que, par exemple, la Géorgie, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a vu une erreur, et on l'a vu très clairement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que à partir du moment où on est en géopolitique, ici, en fait, on est dans le Heartland, hein, et on n'est pas dans le Rimland. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une zone très russe. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Vous prenez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est une zone qu'ils aiment contrôler. À partir du moment où vous éloignez de la Russie dit, moi je protège que ceux qui sont avec moi. Et d'un seul coup, en fait, on se rend compte que la Turquie se réveille dans le coin. Et finalement, personne ne la gêne. Parce que quand même, il faut être honnête, ce qui s'est passé là. Quand je disais le choix entre l'Artsakh et le génocide, il y a quand même des ressemblances encore. Hein, quand même. Et vous savez aussi, c'est une problématique, je le disais aussi à des jeunes, les jeunes Arméniens imaginent ce que pensent les Turcs, mais ils ne savent pas. Vous voyez? Et là, il y a eu un changement de phase parce que les jeunes Arméniens savent ce que pensent les Azéris. Maintenant. Pas... parce que ce qui m'avait fait impression quand je suis allé en Artsakh la première fois, c'est que les Arsakis ne disaient jamais les Azéris, ils disaient les Turcs. Ils disaient jamais le mot Azéri. C'était les Turcs. Bon. Et ça, en Arménie, c'était différent. Et dans la diaspora, c'est encore plus différent. Mais là, finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Turquie, elle a considérablement aidé les Azéris, qui avaient leurs propres drones aussi, hein, mais ils en avaient aussi d'autres. Et vous voyez maintenant que, même au niveau du Sénat américain, des sénateurs comme Menendez disent il faut quand même faire quelque chose contre l'Azerbaïdjan et contre la Turquie, parce que ce qu'ils ont fait pendant la guerre, c'était inadmissible. Pourtant, c'est quand même pas leur région, comme je disais. Mais quand même, ça, c'était un point important. Donc, la problématique est la suivante. Il y a eu du laisser-faire, il y a eu du laisser-dire, il y a eu de l'action, et il y a eu du soutien. Donc là, j'ai dit 4 choses, et normalement, vous pouvez savoir de quel pays je parle. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait la première guerre, parce que ça, finalement, c'est la deuxième, et on a tardé à l'appeler guerre. D'ailleurs, je vous signale que du point de vue technique, on est en cessez-le-feu. Et donc, on n'est pas en traité de paix. C'est intéressant, ça aussi. On en reparlera sans doute. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans cette deuxième guerre, on a une différence de positionnement. Dans la première guerre, c'était très simple. Toutes les personnes qui étaient arméniennes de la première guerre se sentaient concernées. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en Artsakh pour défendre les 150 000 personnes qui étaient là-bas contre 7 millions. Ça, vous le savez. Hein, vous ne le savez pas forcément vous, mais en tout cas avec vos parents, etc., vous le savez. Et là, ce n'était pas le cas. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'on a quand même été pris de court. On pensait que c'était simplement une petite crise. Et finalement, cette crise s'est conclue avec un cessez-le-feu multilatéral. Et c'est la première fois qu'on voit une intervention de ce genre de la part de la Turquie, qui, c'est assez intéressant aussi, au niveau du cessez-le-feu, n'est pas co-signataire. Vous avez remarqué ça? Là, vous allez me dire, bah, c'est normal parce qu'ils n'étaient pas concernés. Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Alors ensuite, on a eu donc une signature avec l'Arménie, l'État arménien, je veux dire, l'Azerbaïdjan et la Russie. Est-ce que cette signature a un sens déjà? Parce que ça veut dire en fait que l'Artsakh est absent. Donc en fait, l'Artsakh n'existe pas du tout
en tant que signataire. Donc finalement, les gens qui ont été envahis n'ont pas signé qu'ils ont été envahis. Mais les gens qui disaient qu'ils n'étaient pas exactement comme eux ont signé pour eux qu'ils étaient envahis eux. Ça, je vous parle de ça de façon diplomatique parce que ça a créé des tensions en Arménie. Parce que c'est pareil aussi, le peuple arménien, au bout d'un moment, il s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait là? C'est-à-dire qu'on ne va pas les aider militairement, mais alors nous, on va accepter qu'ils ont perdu. Et on va accepter qu'ils ont perdu, et on va rajouter même dans le cessez-le-feu certains articles qui sont quand même problématiques, même pour l'Arménie métropolitaine, je vais dire comme ça. Alors, donc la position est assez simple à analyser maintenant, en tout cas un an après, c'est pourquoi l'Arménie a signé? Puisque ça ne la concernait pas. Pourquoi la Russie intervient en tant qu'intermédiaire alors que la Russie a fait un accord qu'avec l'Arménie et pas avec l'Artsakh? Donc finalement, elle intervient en tant qu'intermédiaire de quoi? C'est-à-dire que c'est l'Azerbaïdjan qui a signé avec lui-même et donc elle s'est sentie, la Russie, qu'elle devait aussi être présente? Non, vous voyez bien qu'en fait, il y a un jeu de dupes. On comprend tous bien que l'Artsakh, c'est vraiment arménien. C'est pour ça que ça a un sens que l'Arménie signe. Mais du point de vue technique, ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'a pas une acceptation officielle. Par contre, on trouve tous que c'est normal que la Russie soit co-signataire. Et pourquoi? Quand on est dans l'arbitrage, l'arbitre, il signe comme quoi ça a été validé. Mais il n'est pas co-signataire. Or là, par exemple, on a 3 pays. Alors, je ne sais pas quand vous avez lu ce cessez-le-feu, quand vous avez vu les articles, est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'il y ait 3 pays? Eh bien, je pense que presque pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pourquoi l'Azerbaïdjan a signé. Pourquoi il n'aurait pas signé? Parce qu'il attendait 48 heures de plus et prenait tout. Ah oui, non, mais il y a eu une petite pression quand même. Parce que la Russie avait décidé que ça s'arrêtait à Souchi. Voilà, c'est ça. En fait, le jeu était fait d'avance. soyons honnêtes. Donc je pense que